Bonjour à tous, bienvenue dans Santé Plus. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à réparer l'erreur médicale et à soigner les proches en Afrique. Avec nous, maître Soliman Le Bigot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la Cour, vous êtes arbitre à la CAMED dans le cabinet LBM Avocat. Et nous avons également à distance Bola Bardé, qui est fondatrice de SUSU, une entreprise qui s'occupe de la santé des proches en Afrique. Bonjour madame. Bonjour. Maître Le Bigot, quel est le rôle d'un avocat pour défendre les patients ? Alors déjà, c'est d'être proche des personnes qui viennent nous voir, qui sont souvent en grande souffrance parce qu'il y a eu un accident médical qui peut les avoir atteints gravement, ou leur famille, si la personne n'est plus consciente. Voilà. Donc le rôle, c'est déjà d'écouter, hein, bien évidemment, en fonction aussi de la gravité, parce que dans le mot patient, il n'y a pas forcément le mot malade non plus. Un patient, c'est celui qui attend quelque chose. Et en plus, dans les patients, souvent, c'est les familles aussi qui viennent vous voir si l'erreur médicale et les patients ne sont pas toujours en mesure de se défendre dans ce cas-là. Exactement. C'est quoi l'erreur médicale ? Comment on peut la définir ? C'est par rapport à une faute, des soins qui sont prodigués et qui n'aboutissent pas. L'erreur médicale, c'est quoi ? Alors l'erreur médicale, bien sûr, c'est très large. Hein. C'est un accident médical, donc ça peut être quelque chose de banal, ou au contraire, ça peut être quelque chose, ça peut être une négligence, mais qui entraîne des conséquences graves, un matériel qui est laissé dans le corps du patient à la suite d'une opération chirurgicale peut avoir des conséquences très graves puisque ça peut conduire à la mort du patient. En pratique, les défaillances médicales par rapport aux actes médicaux sont quand même assez rares. Hein. C'est plus des questions d'organisation, de fonctionnement, de défaut d'information qui sont en cause souvent de défaut d'humanisme, parfois d'humanité. Hein. Mais c'est quand même assez rare qu'il y ait des graves erreurs médicales conduisant à la mort, mais ça peut arriver. C'est quoi la responsabilité médicale ? Donc justement, peut-être pour éviter cette erreur médicale. Oui, alors la responsabilité médicale, elle a beaucoup évolué. Elle est devenue au fil du temps contractuelle. Il y a des grands arrêts dans la jurisprudence qui établissent que la relation entre un médecin et son patient est donc une relation contractuelle, faisant naître des obligations et des devoirs. Principalement une obligation de moyens et exceptionnellement des obligations de résultats. Maintenant, on n'a pas le même contrat selon qu'on est à l'hôpital public, selon qu'on est à l'hôpital privé, selon qu'on est avec une profession libérale. Les régimes de contrat et d'obligations peuvent évoluer. Parce que là, vous parlez aussi des assureurs, des assurances auxquelles sont obligés de souscrire les médecins ou les hôpitaux pour lesquels ils travaillent, ou les cliniques. Alors, il y a une obligation d'assurance pour chaque professionnel de la santé désormais. Et bien évidemment, quand on met en cause la responsabilité d'un soignant ou d'une équipe soignante ou d'un établissement, derrière, celui-ci se doit d'être assuré. Et donc, il y aura toujours, évidemment, l'assurance qui va intervenir et être mise en cause par rapport aux indemnités. Et il y a aussi des professions médicales, me semble-t-il, qui ont des risques plus élevés, par exemple les gynécologues, obstétriciens, que d'autres professions, que d'autres médecins. Complètement. C'est ça, c'est eux peut-être qui sont les plus... Bien évidemment, les actes chirurgicaux les plus sensibles, les plus délicats, qui comportent le plus de risques dans l'activité médicale, peuvent engendrer des accidents médicaux. Alors c'est pour ça que d'ailleurs le droit a évolué aussi considérablement et la loi Kouchner du 4 mars 2002 impose désormais une mise en cause de la responsabilité du soignant sur faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas normalement faire condamner un soignant sur seulement un risque qui se serait réalisé. Et c'est pour ça qu'il y a un dispositif qui fait honneur à la France,
de solidarité nationale qui permet à ceux qui ont subi des complications non fautives de pouvoir, à certaines conditions, être indemnisés. D'accord, donc on pense à certains grands procès ou certaines affaires récentes qui ont émaillé le monde de la santé. Ah oui, oui les associations de santé se constituent en collectif de défense la plupart du temps quand il y a des grands procès de santé publique, enfin des préjudices de masse, soit à la suite d'un médicament, soit à la suite... Par exemple, un mésusage d'un médicament, ou bien un médicament qui a des effets indésirables Tout à fait. sur une large échelle ou ce genre de choses. Tout à fait, une infection nosocomiale qui va provoquer dans un hôpital, la mort ou en tout cas le handicap de beaucoup de patients. Ouais. Donc, par exemple, on pense à un mésusage des médicaments, certains médecins qui l'ont prescrit ou certains patients qui l'ont utilisé pour une autre pathologie que celle pour laquelle il était destiné. On pense également à certaines infections comme dans des hôpitaux, il peut y avoir la listériose, des infections nosocomiales, ce genre de choses, c'est ça? Tout à fait, vous évoquez le Mediator, qui est un grand procès de santé publique, nommer, bien sûr, mais on y pense tous forcément, parce qu'il est même donné lieu à un film. Avec une lanceuse d'alerte, tout à fait, sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir tout à fait un médicament qui soit défectueux et qui entraîne des effets indésirables sur beaucoup de personnes. Et donc du coup, il va y avoir un collectif de défense qui va être constitué et des procès qui vont durer très longtemps, particulièrement en général devant la juridiction pénale, ce qui implique des infractions, et qui est un pan particulier de la responsabilité. Mais on n'est pas obligé forcément d'aller devant le tribunal pénal et de poser une plainte pénale. On peut aussi s'engager dans une procédure amiable, on peut s'engager aussi dans une procédure civile, plutôt à vocation de réparation et d'indemnisation. On pense également à certains dispositifs médicaux qui étaient défectueux et qui ont concerné des millions de personnes. Ce sont effectivement d'autres problèmes médicaux auxquels peuvent être confrontés les patients. Alors par exemple, bien sûr, il y a eu la prothèse mammaire, par exemple, qui avait fait défrayer la chronique. Il y a des tas de types d'accidents médicaux qui peuvent se poser. Et là, forcément, on va devoir passer par des expertises importantes, longues, mais c'est indispensable pour connaître la vérité et l'historique et les causes des séquelles, puisqu'encore une fois, la responsabilité repose sur un triptyque, c'est le fait générateur, les préjudices et le lien de causalité. Et il faut quand même que le lien de causalité soit démontré et soit direct, certain. Donc Télésud est une télé Santé Plus est regardée beaucoup en Afrique. Et donc on a avec nous Bola Bardé qui, elle, s'occupe de la santé des proches en Afrique. Mais vous avez également des Africains qui viennent se faire soigner en France et que vous pouvez être amenés à défendre pour les erreurs médicales ou certains problèmes. Quels sont-ils? Oui, alors c'est d'ailleurs un des premiers dossiers qui m'a mis sur la responsabilité médicale il y a 20 ans, donc avant la grande loi Kouchner du 4 mars 2002 qui a démocratisé le système de santé. Donc à l'époque, on n'avait pas accès direct au dossier médical, il fallait passer par un médecin. Donc c'était une famille d'origine maghrébine qui m'avait saisi dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour déposer une plainte pénale contre des hôpitaux publics à la suite de la mort de leur enfant et à la suite donc d'une maladie du sang et d'une greffe de moelle osseuse, tout à fait, après exactement. leucémie Exactement, c'était ça. Et donc la famille était persuadée qu'on avait tué leur enfant. Donc c'était un enfant de 10 ans. Il y avait eu cette greffe entre sa sœur et lui. La famille avait vu perdre le sang de cet enfant et était persuadée que, voilà, encore une fois, on avait et qu'il fallait s'inscrivait dans un esprit de vengeance, hein, qu'il fallait que justice soit faite, qu'il y ait
des sanctions qui tombent, que des médecins soient radiés, et était très en colère et n'avait pas compris en fait, il y avait des problèmes de terminologie, de compréhension du dossier médical. Et avec un expert, j'ai fait un travail de revoir, de médiation, de revoir les soignants. Et on a repris un travail pédagogique avec cette famille qui a fait qu'on n'a pas déposé plainte et que la famille a été apaisée de comprendre que l'enfant avait été bien soigné et que malheureusement on n'avait pas pu éviter la mort, mais que tout avait été fait pour que des soins consciencieux et diligents avaient été apportés en fonction des données acquises de la science. Et Il n'y avait pas d'erreur médicale. il n'y avait pas d'erreur médicale, exactement. Bola Bardé, vous êtes donc fondatrice de Suzu, qui est une entreprise qui s'occupe de la santé des proches en Afrique, hein, de personnes qui vivent en France la plupart du temps, ou voire dans d'autres pays européens, je suppose. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problème, à des erreurs médicales, et comment vous prenez en charge les familles qui sont démunies face aux erreurs donc de santé en Afrique, hein? Ok. L'erreur médicale, c'est une notion qui est encore très très mal encadrée juridiquement, en tout cas dans les pays où on œuvre. Et c'est un peu ça le drame, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec des familles qui sont livrées à elles-mêmes face à des systèmes de santé voilà, qui souffrent de pas mal de challenges également. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on a souhaité créer Soussou. Hein. Soussou est d'ailleurs né d'un drame personnel que j'ai connu suite à, je dirais pas une erreur médicale, mais une incapacité du système de santé local dans mon pays d'origine, le Bénin, à prendre en charge le problème que rencontrait mon père, qui, dans des cieux européens, aurait été pris en charge de manière beaucoup plus diligente et beaucoup plus efficace. Et mon père, donc, qui est décédé au Bénin en 2017, sera encore peut-être parmi nous aujourd'hui. Donc c'était un peu ça à l'origine de Soussou, c'était de se dire comment, lorsqu'on part de chez soi pour connaître, on va dire, une vie meilleure, si j'ose dire, et qu'on a envie de renvoyer un peu l'ascenseur à nos proches qui sont restés dans nos pays d'origine, comment on fait pour s'assurer que l'argent qu'on envoie, l'argent qu'on leur consacre est vraiment dédié à leur offrir une meilleure qualité de soins. Donc Soussou est né comme ça en 2019 et aujourd'hui on est présent en France, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Cameroun, on est présent au Sénégal et on propose des couvertures d'assurance, mais notre ADN c'est vraiment le suivi, c'est le parcours de soins, c'est-à-dire proposer ce qu'on nous on appelle des bouquets de santé. Donc, ils vont être des programmes de suivi sur une durée assez longue de personnes qui souffrent de maladies chroniques, du diabète, de l'hypertension, des personnes qui sont dans une certaine condition, par exemple des femmes enceintes. Donc, on leur propose un programme de suivi sur une année, par exemple, pour une personne diabétique, qui va être composé de visites médicales, d'infirmiers à domicile, de conseils préventifs, tout ce qu'il faut, en fait, pour jalonner leur parcours de soins et s'assurer qu'ils vivent au mieux avec leurs conditions de santé. Vous couvrez aussi les consultations et les soins à l'étranger. Est-ce que c'est le cas en France pour les personnes qui vivent en Afrique et qui sont assurées par leurs proches qui vivent en France? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement un service qui s'appelle Soussou Plus qui propose une couverture un peu très très riche en fait, avec des soins dans le pays d'origine qui sont couverts à 90% et des soins effectivement dans le monde entier, y compris la France, qui permettent aux personnes lorsque le soin n'est pas disponible dans leur pays d'origine, ce qui est malheureusement souvent le cas, hein, on n'a pas les spécialistes, on n'a pas le plateau technique, de pouvoir aller se faire soigner dans des pays où il y a un meilleur accès à la santé. Et ça inclut également l'évacuation sanitaire d'urgence. C'est souvent les cas les plus critiques où la personne est dans une situation de vie ou de mort. Dans ce cas-là, dans les 4 heures, on peut organiser une évacuation sanitaire et s'assurer que la personne se fait transférer dans un pays, par exemple d'Europe ou du nord de l'Afrique, pour être prise en charge. Vous, en tant qu'assureur, parce que si j'ai bien compris, c'est Soussou, hein, ça s'écrit Soussou. Soussou, est une sorte, enfin, c'est un assureur. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec les avocats? Tout à fait. Donc, tout d'abord, on n'est pas assureur, on est courtier.
assureur, ça a beaucoup d'autres exigences. Donc, on travaille avec des assurances, on propose des produits d'assurance. On est courtier de droit français, on est courtier en Côte d'Ivoire également, où on exerce aujourd'hui. Et effectivement, on travaille énormément avec les avocats. En tant que start-up, ce qu'on fait est une innovation par rapport au statu quo. Et donc, ça demande de s'assurer que l'innovation entre dans un cadre juridique qui est balisé aussi bien en France, aussi bien en Côte d'Ivoire. Donc, on travaille très étroitement avec les avocats pour s'assurer que nos schémas juridiques, que nos produits entrent bien dans des cadres légaux qui sont voilà, dans les pays où on exerce. D'autant plus qu'on est dans un domaine où la donnée médicale est importante, où le consentement des bénéficiaires est important également. Donc, il y a vraiment un cadre juridique qui est très, très, très strict et qu'on est bien censé suivre. Donc, on travaille effectivement beaucoup, beaucoup étroitement avec les avocats pour ça. Et concrètement, donc moi je vis en France, j'ai de la famille en Afrique. Comment je fais pour assurer mes proches et pour vous contacter? Très simple. Donc, on peut le faire sur notre site internet, très facilement en 5 minutes. Il faut juste déclarer qui est notre bénéficiaire, donc où est-ce qu'il habite. Donc, par exemple, ça peut être ma mère qui vit à Abidjan et je peux déjà savoir qu'elle souffre du diabète ou qu'elle est en bonne santé. Je peux connaître son âge, ce qui permet d'avoir déjà un début de profil de santé et de pouvoir aiguiller finalement le conseil sur le type de prestations dont elle a besoin. Et donc, une fois que j'ai souscrit pour le compte de ma mère, nos équipes, les équipes de sous donc sur place, vont prendre contact avec cette personne, ma mère, et ensuite faire un rendez-vous médical de souscription pour ensuite lui proposer une prise en charge sur mesure par rapport à sa condition. Donc, retour en France, il y a l'expertise judiciaire et vous êtes expert judiciaire. C'est quoi l'expertise judiciaire concernant la santé et le droit des patients? Alors moi, je ne suis pas expert judiciaire moi-même, mais je vais faire désigner un expert judiciaire s'il s'agit d'un accident médical grave. Vous faites de l'expertise judiciaire. Je fais de l'expertise judiciaire, voilà. Mm. Et faire désigner un expert compétent, c'est très important, ça fait partie de mes missions, d'identifier quel est le problème rencontré à l'hôpital ou le problème de santé. Alors, souvent, les assurances sont très importantes justement pour aussi désigner d'abord dans un premier temps un expert pour comprendre ce qui s'est passé. Ça peut être une première étape de travailler avec les assurances, surtout dans le cadre de protection juridique, puisque de plus en plus maintenant les gens souscrivent des protections juridiques, ce qui est une bonne chose, parce que ça permet d'avoir une première prise en charge aussi, et de commencer, d'ouvrir le dossier et de travailler avec des assureurs dans le cadre d'expertise. Et après, dans un deuxième temps, d'aller dans le cadre de demander une expertise soit pénale, soit civile, une expertise judiciaire ou une expertise administrative si on est dans le domaine public, et à ce moment-là d'avoir un rapport d'expertise qui détermine les responsabilités, les causes de l'accident et les responsabilités. Et s'il y a un problème, comment on fait pour porter plainte et pour se retourner contre le médecin ou l'hôpital ou la clinique vers laquelle on pense qu'il y a eu erreur médicale Alors, déjà, pour porter plainte, n'importe qui peut porter plainte. Tout le monde peut aller dans un commissariat et porter plainte. Maintenant, la question, ça sera vraiment d'être entendu dans le cadre de la plainte et que la plainte aboutisse. Donc, quelquefois, c'est la question de la stratégie et donc de savoir, de bien analyser le dossier, de bien savoir ce que la personne veut, ce que le patient veut. Avec Soussou, on a parlé de rapatriement. Est-ce que justement la personne voudra être rapatriée plutôt dans son pays d'origine? Et à ce moment-là, c'est pas moi qui, à ce moment-là, porterai plainte. Ça sera peut-être une juridiction différente. Bon, donc il y aura à analyser devant quelle juridiction on veut aller, devant ce qu'on veut demander. Il y a un principe, en tout cas, dans le droit médical, de la responsabilité médicale, de réparation intégrale des préjudices. Ça, c'est très important parce qu'il y a des nomenclatures, si vous voulez, et il y a des barèmes extrêmement détaillés de tout ce qu'on peut rencontrer dans le handicap
et par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, et de ce qu'on peut demander et obtenir en compensation des préjudices subis du fait d'une intervention médicale, a fortiori si elle est fautive. Vous, Boula Bardé, est-ce que donc, pour vos clients, enfin les personnes dont vous vous assurez qu'elles sont bien soignées, comment vous faites pour que ce soit le cas? Est-ce que les médecins sont choisis avec soin? Est-ce que vous pouvez vous retourner si les personnes ne sont pas bien soignées? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc nous, ce qu'on apporte également, ça fait partie de notre valeur ajoutée, c'est un réseau médical qui est soigneusement sélectionné par nos soins. On n'est pas nous-mêmes médecins, on n'est pas nous-mêmes une clinique, on n'est pas nous-mêmes une pharmacie, mais notre rôle, c'est d'aller chercher les meilleures cliniques, les meilleurs laboratoires d'analyse, les meilleures pharmacies, de manière à s'assurer que nos bénéficiaires sont entre les meilleures mains, quoi, tout simplement. Et donc, c'est vraiment le début du processus chez nous, c'est de sélectionner, de signer des conventions avec, voilà, on va dire, la crème des cliniques sur le terrain, des cliniques privées, des hôpitaux publics. Il y en a certains également qui sont de très bonne qualité, avec lesquels on travaille également. Et effectivement, il y a des clauses qui permettent on va dire, de pouvoir se retourner vers la clinique. Mais encore une fois, c'est pas aussi bien encadré que dans les pays européens, et on a très très peu de cas, on va dire, qui vont aboutir d'un point de vue juridique. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans certains pays africains, pas encore dans tous. Quelles sont vos ambitions? Vous voulez vous implanter dans quels autres pays pour nos téléspectateurs? Okay. On a une ambition qui est panafricaine, hein, clairement. Aujourd'hui, on est présent sur 3 pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, mais on a une demande très forte dans tous les pays. Sur les réseaux sociaux, on est tous les jours sollicités pour savoir quand est-ce qu'on sera au Bénin, quand est-ce qu'on sera en Guinée, au Mali, etc. Et voilà, malheureusement, on n'a pas la possibilité de lancer tous les pays en même temps. Donc nous, notre ambition, elle est clairement panafricaine, et on cherche des acteurs qui sont susceptibles de nous accompagner, hein, dans cette ambition-là, parce que le besoin est là, la demande est là, la population africaine est en train d'exploser complètement, hein. On parle de 2 milliards de personnes en 2050, donc dans 28 ans. On parle d'une urbanisation de la population, donc des gens qui vivent avec des modes de vie plutôt européens, donc ça entraîne l'arrivée de certaines maladies, l'alimentation qui est beaucoup plus riche également, donc le diabète, l'hypertension qui explose également, une classe moyenne qui est en train également d'émerger, donc qui représente aujourd'hui 30% de la population, et pour finir, une forte pénétration de la technologie, des smartphones dans les usages de la population. Donc tout ça donne des tendances de fond qui sont favorables à l'émergence de solutions de santé, de start-up en santé comme les nôtres, et on est très content de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice dans un tel contexte. Donc on parlait tout à l'heure d'éviter les erreurs médicales, Maître Le Bigot. En France, on a la possibilité de signer une décharge médicale. Est-ce que ça exonère le médecin de toute responsabilité? Alors non, ça n'exonère pas le médecin de toute responsabilité, même ça pourrait quelque part, si elle était mal rédigée, l'enfoncer, parce que si elle n'est pas compréhensible, par exemple, un juge qui lira cette décharge se dira que la patient n'a jamais pu bien comprendre ce que lui a dit son médecin. En revanche, ce qui est important, plus que la signature, si vous voulez, c'est la preuve, parce qu'il faut toujours apporter la preuve qu'on a délivré l'information, la preuve qu'on a fait tel acte de soin, qu'on a fait tel acte de diagnostic. Donc, en revanche, bien pouvoir reconstituer le parcours médical. Ça, c'est la chose la plus importante. Et donc, encore une fois, que des soins voilà, consciencieux et diligents ont été bien donnés à la personne et qu'on lui a donné toutes les informations. Maintenant, faire signer des décharges de responsabilité, c'est un peu contraire au principe du colloque singulier qui implique la confiance, hein, vraiment, mais la confiance, toutefois, doit comporter la traçabilité et quelquefois la collégialité, parce qu'un médecin, parfois tout seul, ne peut pas avoir réponse à tout non plus, donc il est obligé d'orienter le patient vers un autre médecin, peut-être
plus expert, plus spécialiste, et à ce moment-là, prouver qu'il l'a fait, qu'il lui a proposé tel soin ou telle vérification. Voilà. Merci beaucoup, Maître Soliman Le Bigot. Vous êtes avocat d'un cabinet LBM Avocat. Et merci à vous, Bola Bardé. Vous êtes fondatrice de Sousou, une entreprise qui s'occupe de la santé des proches en Afrique pour les personnes qui vivent en France. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Santé Plus.